Retour du Grand Direct et on va revenir sur ces commémorations qui ont donc débuté aujourd'hui en France, marquant la première année des attentats de janvier qui ont fait au total 17 morts. Une plaque a été notamment déposée aujourd'hui devant l'hypercachère de Vincennes. C'est là que 4 juifs français avaient été assassinés par le terroriste Koulibaly. Rappel des faits, Julia Ganancia. Des coups de feu viennent de résonner porte de Vincennes. Il est 13h, vendredi 9 janvier. Hamedi Koulibaly pénètre dans l'hypercachère. La prise d'otage vient de débuter. 4 heures de cauchemar attendent les clients du magasin. C'est le début de la poursuite que l'on a vu, nous, surtout. C'est surtout la poursuite, là, quand ça a commencé. Il y a eu des échanges de coups de feu. C'est avant qu'il aille se réfugier là-bas, finalement. En cette veille de Shabbat, ils sont plusieurs à faire leurs courses. Armés jusqu'aux dents, Hamedi Koulibaly ouvre le feu près des caisses. Saisi de panique, une dizaine de personnes se précipitent vers un escalier qui mène à la réserve, dans l'espoir d'échapper aux terroristes. Dehors, les colonnes de policiers du raid encerclent l'hypercachère. L'assaut est finalement lancé à 17h13. Une énorme explosion fait sauter la porte arrière du bâtiment. Le terroriste meurt, son corps criblé de balles. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude, ma grande reconnaissance à ces policiers du ministère de l'Intérieur qui, ici, avec une exceptionnelle maîtrise, un grand sang-froid, ont permis à des otages d'être libérés alors que les risques étaient grands. Le 13 janvier, Yoav Attab, Johan Cohen, Philippe Braham et François-Michel Saada sont enterrés à Jérusalem. Près de 2000 personnes assistent à leurs funérailles. Alors un an après, beaucoup de questions restent encore en suspens et d'ailleurs les enquêtes ne sont pas encore terminées, des plaintes ont également été déposées. On est en duplex justement depuis Paris avec maître Franck Serfati qui est avocat de plusieurs des otages de l'hypercachère. Bonsoir maître, vous êtes également conseiller municipal à Vincennes. Vous étiez arrivé très vite d'ailleurs sur les lieux de la prise d'otages il y a un an. Alors effectivement, voici pratiquement un an jour pour jour. Le maire de Vincennes, Laurent Lafont, m'a appelé, puisque je suis élu, vous venez de le rappeler, à Vincennes, en me disant aux alentours de 13h40 qu'il y avait un problème dans un établissement cachère, porte de Vincennes. À ce moment-là, vers 13h30, le maire de la ville, Laurent Lafont, n'a pas énormément d'informations. Et puis on se retrouve en tout début d'après-midi aux alentours de 14h. Sur place, nous retrouvons le préfet du département du Val-de-Marne, son directeur de cabinet, le ministre de l'Intérieur nous a rejoints aux alentours de 15h. Et puis effectivement, nous avons eu l'occasion d'assister à quelques 100 mètres du magasin, à la prise d'otage et puis surtout à la libération qui s'en est suivie aux alentours de 17h15. Après une intervention exceptionnelle, remarquable, remarquée à saluer, des agents du RAID qui ont pu intervenir dans les conditions que nous savons, dans des conditions difficiles, mais ont sauvé l'ensemble des otages puisque les 4 victimes, malheureusement, les 4 personnes juives assassinées, ont été tuées en début d'après-midi avant l'arrivée des agents du RAID qui se sont déplacés sur les lieux aux alentours de 15h, ayant donné l'assaut vers 17h. Alors quel est le sentiment aujourd'hui justement de ceux qui étaient otages et que vous défendez d'ailleurs? Que ressentent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils se disent que rien n'a été fait pour peut-être prévenir ce qui allait se passer à Vincennes? Puisqu'on rappelle le contexte, on était dans une période où il y avait eu l'attentat de Charlie Hebdo, puis la policière de Montrouge tuée à côté d'une école juive. Quel est le sentiment aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont les otages? Évidemment, il y a le traumatisme, on l'imagine encore. Alors, s'agissant des otages, il faut savoir qu'il y a eu un événement exceptionnel qui a suivi la libération dont nous venons de parler, puisqu'au mois de février, grâce à l'intervention de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, nous avons pu, rencontre exceptionnelle, historique, retrouver les agents du RAID dans les locaux du RAID dans le 91, et nous avons donc organisé cette rencontre que d'aucuns ont qualifié d'historique entre les otages, les 17 otages survivants et les agents sauveurs, les agents du RAID. Alors, l'état d'esprit, bien évidemment, les otages sont totalement conscients de la chance qu'ils ont eue parce qu'on aurait pu assister à un carnage et je crois qu'il est de notre devoir aux uns et aux autres de saluer cette intervention des forces de l'ordre qui ont permis de sauver
de nombreuses vies, puisque ce criminel Koulibaly aurait pu faire sauter l'immeuble, voire le pâté de maison. Donc intervention exceptionnelle des forces de l'ordre et une réaction parfaitement honorable des autorités de la République. Alors, pour revenir à votre première question en filigrane, est-ce qu'on aurait pu prévoir, puisqu'on était au lendemain de l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier, nous étions au lendemain le 8 janvier 2015, où un agent de police a été tué. Maintenant, nous le savons partout dans le monde, en France, en Europe et bien évidemment en Israël, la sécurité zéro n'existe pas, le risque zéro n'existe pas. Les autorités savaient bel et bien effectivement que nous étions dans une période critique, mais je crois en tout cas, pour avoir assisté, pour être impliqué modestement mais assurément dans ces opérations, que les institutions de la République ont été exceptionnelles et la France a parfaitement bien réagi en amont, dans des conditions particulièrement difficiles. Le jour des attentats, n'oublions pas que les auteurs ont été éliminés, que des otages ont pu être sauvés, nous venons de le rappeler. Et puis aujourd'hui, parce que nous commémorons, et nous étions avec le président de la République dans la matinée, les autorités, nous commémorons les 12 mois de ces attentats, 7, 8 et 9 janvier 2015, et la France réagit toujours, il y a toujours une protection, mais vous savez, le problème aujourd'hui n'est pas franco-français, il n'est pas circonscrit à la porte de Vincennes, il est national, européen et bien évidemment mondial, et toutes les démocraties du monde sont confrontées à ce mal terrible, à ce terrorisme radical, qu'il est difficile de combattre, en tout cas d'anéantir aujourd'hui, compte tenu de cette conjoncture, encore une fois mondiale. On a vu aujourd'hui quand même témoigner, justement, vous parliez de Vincennes, de l'Hyper-Cacher, des familles de victimes, de rescapés aussi de cette prise d'otage. Le traumatisme est encore très fort, très violent. C'est quelque chose qu'évidemment, ces personnes ont du mal à surmonter. Bien évidemment, le traumatisme est toujours là et je vais vous dire, ce matin, lorsque la plaque commémorative a été découverte par Anne Hidalgo, la maire de Paris, accompagnée du Premier ministre et du chef de l'État, les parents du jeune Cohen étaient présents, un certain nombre d'otages étaient présents, le maire de Vincennes, le préfet du Val-de-Marne me rappelait également ce matin qu'il y a tout juste 12 mois, nous étions là dans cet émoi terrible avec une émotion qui n'a pas disparu et tant mieux. Ça veut dire que le souvenir est encore frais et que chacun a à l'esprit ce devoir impérieux de lutter contre ce mal et contre le terrorisme qui, loin s'en faut, est toujours vivant, toujours présent en France, en Europe et dans le monde, encore une fois. Alors vous avez donc la charge de défendre plusieurs des otages, vous nous l'avez dit, de l'Hyper-Cacher. Qu'est-ce qu'elles réclament aujourd'hui, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles attendent de la justice? Alors, si vous voulez, les victimes, otages et victimes par voie collatérale attendent, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, un procès intervienne, même si le criminel Koulibaly a été justement supprimé, assassiné par les forces de l'ordre. Une instruction criminelle est en cours, ouverte par le parquet de Paris au lendemain des attentats. Un certain nombre de personnes à l'égard desquelles des faits de complicité pourraient être avérés sont mis en cause par la justice française et je crois que les victimes directes, les otages qui se trouvaient à l'intérieur de l'Hyper-Cacher de Vincennes, mais aussi la famille de la jeune dame agent de police, mais aussi les journalistes et les victimes collatérales et familles des journalistes tués dans les locaux de Charlie Hebdo attendent ce procès à titre symbolique, mais au-delà du symbole, pour que justice passe. Et dans un deuxième temps, je crois accessoirement, parce que la réparation, elle ne peut se réduire
que par des indemnités de façon pécuniaire, au-delà du procès avec toute sa valeur juridique, républicaine, fondamentale, symbolique, mais un symbole très fort, il y aura bien évidemment des réparations, étant précisé que rappelé, l'État français a un fonds de garantie qui a déjà, en direction des victimes avérées, a commencé à indemniser de façon partielle. Maître Serfati, il y avait eu également une plainte de certains otages contre une chaîne de télévision d'information qui estimait que leur vie avait été mise en danger par des révélations sur la présence justement de ces otages au sous-sol de l'Hypercacher. Est-ce que cette affaire aujourd'hui est toujours en cours ou est-ce que le litige a été réglé ? Vous faites allusion au procès contre BFM ? Oui. Oui, tout à Allô ? fait. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le 9 janvier 2015, à la porte de Vincennes, nous nous sommes rendus compte que les journalistes diffusaient des informations en temps réel, puisque Koulibaly était en communication avec des journalistes de BFM TV, pour ne pas les citer, et qu'effectivement, de façon objective et certaine, des informations étaient diffusées entre 16h et 17h qui, et nous le savons de sources autorisées, de sources sûres, auraient pu gêner de façon sensible l'intervention des forces de l'ordre. Donc effectivement, certains otages accompagnés d'avocats ont considéré qu'il y avait une responsabilité de certains journalistes et de cette chaîne de télévision. Donc je crois qu'un procès est intervenu sur le fondement d'une responsabilité civile. Très honnêtement et à titre personnel, je ne sais pas où en est la procédure, mais en tout cas, pour avoir été à la porte de Vincennes durant toute l'après-midi de 14h à 19h le 9 janvier dernier, effectivement, on a pu voir que des informations circulaient au détriment d'une intervention nécessairement encadrée par le RAID et les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le patron du RAID nous a indiqué que ces informations, de façon intempestive, diffusées de outrancière, auraient pu gêner encore une fois sensiblement cette attaque et l'intervention du RAID. Maître Serfati, vous êtes élu, vous nous l'avez dit, à Vincennes. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui, un an après ? Est-ce que la communauté juive de ce quartier, de cette zone, vit toujours dans la peur, est traumatisée ? Est-ce que certains ont voulu déménager, partir ? Alors, le problème est national. Si vous voulez, le problème de la porte de Vincennes n'a pas ébranlé les familles juives de Vincennes, bien évidemment. Je crois que le monde entier a été ébranlé et au lendemain de ces attentats, nous avons assisté à une réaction internationale avec des chefs de gouvernement et des chefs d'État qui sont venus apporter un soutien nécessaire à la République française. Donc bien évidemment un émoi national et plus singulièrement, plus particulièrement de la communauté juive de France, avec, vous venez de le rappeler, une alia, une montée en Israël assez sensible en 2015, alors qui a touché l'Est de Paris, Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay, mais assurément pas plus que d'autres villes de France. Donc je crois que le problème, le phénomène n'a pas été local, il a été national au lendemain de ces attentats, puisque maintenant, depuis la seconde intifada, en 2002, nombre de familles juives françaises ont décidé de monter en Israël, avec effectivement un sursaut plus que sensible en 2015, eu égard à ces faits atroces. Aujourd'hui, on assiste à une sorte d'accalmie, même si le mal est toujours présent, même si chacun sait que le terrorisme sévit encore et peut frapper de nouveau à Paris, à la porte de Vincennes, partout en France, en Europe et dans le monde. Mais je crois qu'il y a un apaisement des esprits, tout en étant vigilant avec, et je crois qu'il faut le dire ici, haut et fort, une réaction très républicaine, une réaction totalement noble, efficace des autorités, qu'elles soient judiciaires,
politiques, le gouvernement, l'État, les partis républicains, les partis politiques ont pris la mesure de la gravité. Et je crois qu'aujourd'hui, la France fait tout ce qu'elle peut faire au travers de ces institutions pour assurer la sécurité des citoyens français et notamment des citoyens juifs de France. Merci beaucoup, maître Franck Serfati. Je rappelle que vous êtes avocat donc, de plusieurs des otages de l'Hyper Cacher. Merci d'être venu en duplex de Paris au moment où on commémore donc les 1 an de ces attentats, des commémorations qui vont se poursuivre évidemment jusqu'à dimanche pour respecter également les dates de chacun de ces événements qui ont fait 17 morts. Il y aura également une plaque dévoilée à Montrouge, à l'endroit où la policière avait été tuée le 8 janvier, donc la veille de cet attentat qui a visé l'Hyper Cacher. Et puis donc dimanche aussi, après les 1 an de la manifestation gigantesque qui s'était déroulée à Paris. Merci à vous, maître Franck Serfati. Nouveau journal dans un instant avec Cyril Amar. Bonne soirée.